Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Loumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Bon, déjà parce que j'enregistre en studio grâce à l'association Women and Podcast qui m'a permis de gagner cet enregistrement au studio Module, mais aussi parce que je reçois pour la première fois une invitée qui n'est ni ma mère, ni ma cousine, ni ma meilleure pote. J'ai le plaisir d'accueillir l'autrice, actrice et chroniqueuse Juliette Arnaud. Merci. Bonjour, Manon. Alors Juliette, tu as commencé ta carrière par le théâtre avec Arrête de pleurer Pénélope. Tu es passée par le cinéma et la télévision et depuis 2014, on peut t'entendre à la radio pendant 10 ans sur France Inter et depuis septembre dernier sur Nova. J'ai eu envie de t'inviter dans cet épisode, déjà parce que j'adore tes chroniques depuis le début. Et dans la dernière sur Nova, émission que je ne loupe jamais, par ton regard sur l'actualité, ton engagement féministe et ta grande culture littéraire, tu proposes une réflexion sur notre société en te servant de personnages littéraires, mais aussi issus de la pop culture. Et c'est un talent très utile parce qu'il émeut, fait rire, fait réfléchir et permet de mettre en perspective. Et cette plume, je l'ai retrouvée dans ton roman Maintenant comme avant, paru aux éditions Belfond en 2019, dans lequel tu traites du passage à l'âge adulte d'une jeune fille, Rose, qui vit avec son père à la campagne. Donc la territorialité du roman a son importance. Donc dans ce roman, tu abordes la dualité avec une mère qui n'est pas maternelle, le rapport à la sexualité d'une jeune fille, et puis il y a cette fameuse cuite d'anniversaire du père, de la seule de l'année, dans laquelle tout se déverse, et donc je trouve le concept assez parlant. Et tu as également écrit 2 autres romans, Arsène aux éditions Casterman et Comment écrire à Dieu, toujours aux éditions Belfond. Alors j'avoue, quand j'ai reçu ta proposition d'œuvre, j'ai vu la notif sur Insta. Sur le coup, j'ai un peu paniqué. J'étais là, mais attends, mais il y a au moins 10 livres. Non, il y en a 20. Et donc, mais en fait, j'étais super contente de me plonger, me replonger, voire vraiment me plonger dans l'œuvre de Zola, puisque tu as choisi de venir nous parler des Rougon-Macquart. Les fameux. Le fameux. Est-ce que tu as hésité avant de choisir les Rougon-Macquart ou ça a été une évidence ? Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui hésite. Malheureusement ou heureusement, ça dépend des occasions, mais je suis pas quelqu'un qui hésite trop et ça s'est imposé extrêmement rapidement dans ma tête parce que je pense que c'est les livres que j'ai le plus poncé. Moi, je suis déjà quelqu'un qui relit beaucoup, mais alors vraiment, les Rougon-Macquart, j'y suis revenue de manière incessante et entêtée pendant toute ma formation. Et on sait bien que les œuvres qu'on lit quand on a un cerveau qui est en train de se faire, c'est celles qui s'inscrivent le plus durablement. Les autres œuvres, malheureusement, c'est comme ça, on les oublie un peu plus vite. Merci. Donc je vais présenter un petit peu ce que c'est que les Rougon-Macquart. Donc les Rougon-Macquart, c'est un bonne ensemble, chance maintenant. C'est un ensemble de 20 romans qui sont écrits par Émile Zola. Donc c'est une histoire familiale sous le Second Empire. Donc l'action se déroule de 1790 au lendemain de la Révolution française à 1874, avènement de la Troisième République. Et entre tout ça, il y a eu la déchéance de Napoléon III. Donc chacun de ces romans peut être lu indépendamment des autres. Donc on appelle les Rougon-Macquart histoire naturelle et sociale. C'est une œuvre complète qui se veut historique en peignant un portrait détaillé de la société, sociologique en considérant les effets du monde moderne et du milieu social sur les individus, et scientifique en invoquant les lois de l'hérédité. Donc Zola met en scène des personnages dont la trajectoire est définie par des combinaisons et des prédominances de certaines caractéristiques portées par les ancêtres de la lignée. Donc c'est-à-dire qu'au départ, on a l'aïeule, Adélaïde Fouque, aussi appelée Tante Dide, qui a eu 3 enfants, Pierre Rougon, Ursule Macquart et Antoine Macquart, et chacun va développer une caractéristique différente, mais toutes ces caractéristiques-là sont issues des parents, en fait. Le premier roman, c'est La Fortune des Rougon, qui est paru en 1871, et le dernier, Le Docteur Pascal, en 1893. Parmi les plus connus et les plus étudiés au lycée notamment, on a Le Ventre de Paris, L'Assommoir et Germinal, de plus ou moins bons souvenirs scolaires. Zola rejette le romantisme et veut s'attacher au réel. Il refuse le bon goût et il est inspiré par Balzac et sa comédie humaine, tout en s'en détachant, et il dira à propos de son œuvre dans Différence entre Balzac et moi: « Je ne veux pas comme Balzac avoir une décision sur les affaires des hommes, je me contenterai d'être savant, de dire ce qui est en cherchant les raisons intimes, point de conclusion d'ailleurs, un simple exposé des faits d'une famille, en montrant le mécanisme intérieur qui l'a fait agir. J'accepte même l'exception.
Alors j'ai fait un épisode de Pop-Pulse qui était consacré à Illusion perdue de Balzac, et dans laquelle je parlais de la différence entre réalisme et naturalisme. Alors Zola appartient au courant naturaliste et il le définit lui-même par « Les naturalistes reprennent l'étude de la nature aux sources mêmes, remplacent l'homme métaphysique par l'homme physiologique et ne le séparent plus du milieu qui le détermine ». Voilà, c'est une présentation synthétique de l'œuvre. Ouais, très bien. Alors, très bien, cette présentation, elle est très bien. Merci. Alors, si je dois parler, moi, de mon rapport un peu brièvement à l'œuvre de Zola, en toute honnêteté, je me suis rendu compte que je connaissais pas très bien. Parce que pour moi, en fait, les Rougon-Macquart, c'était l'assommoir germinal. Donc, en fait, des œuvres qui mettent en évidence le déterminisme des classes ouvrières. Alors qu'en fait, c'est très insuffisant. L'œuvre de Zola, elle propose un portrait beaucoup plus large de la société, de différentes classes sociales et une opposition entre gras et maigre qui n'a pas grand-chose à voir finalement entre riches et pauvres et à laquelle on va revenir. Et donc voilà, pour bien saisir l'œuvre de Zola, il faut en avoir plus qu'un simple aperçu, donc on va essayer d'en parler ensemble. Alors déjà, Juliette, pourquoi as-tu choisi cette œuvre et quelle est sa place dans ta vie ? En fait, tu viens de m'éclairer là, dans ta présentation, tu as employé le terme de bon goût et mauvais goût, et Zola, il en a absolument rien à secouer du bon goût. Et je crois que moi, à l'adolescence, c'est ça qui m'a plu. Parce que à l'adolescence, on a besoin il me semble qu'on a tous besoin de péter les choses dans lesquelles on a été élevé et donc les limites qui vont avec. Et Zola, pour moi, c'était une lecture, et ça l'est encore quand je le relis. Il y a un truc de... Si c'était un animal, ça serait un gros chien pas très bien élevé. Mais pas méchant forcément, mais genre un gros labrador. Et t'aurais installé un petit truc en porcelaine et lui, il arrive et en exactement 3 secondes, il a tout pété. Et ça me donnait des sens. Ça correspondait à moi, à ce qui se passait à l'intérieur de moi, un désir de tout casser. Et il fait ça, on sent moi en tout cas, je ressentais qu'il le faisait avec beaucoup de plaisir et qu'il cherchait pas à faire ni joli, ni gracieux, ni bien élevé. Voilà, c'est sale souvent. Et on sent qu'il se vautre dans des descriptions immondes. Et en même temps que ça me terrorisait, ça me lavait. Oui, il y a cette idée un peu de pas tromper le lecteur, en fait. Oui, puis il a un côté un peu cracra quand même. Ouais. Enfin, il aime aller gratter les croûtes. Il pousse très très loin. Il tire des fils sur des personnages et il va jusqu'au bout. Et puis en gros, tous ces romans, au bout d'un moment, j'ai compris, les premières fois que j'ai commencé à lire des livres de lui, des romans de lui, des Rougon-Macquart, j'ai commencé à comprendre qu'il les construisait à peu près tous de la même manière. Et alors, moi, j'étais super contente parce que ça me permettait d'avoir moins peur, parce que c'est quand même des lectures qui sont souvent terrorisantes. Ce qu'il raconte, c'est flippant, réellement, quoi. Mais en fait, tous les bouquins sont construits de la même manière. Donc, il y a toujours... il rentre, en général, assez vite dans le roman. Il y a une scène de description, mais qui est une scène très vivante. Il se passe une chose. Ensuite, on te montre le personnage principal qui a une espèce de montée. Les choses vont bien pour lui, jusqu'à un point... Et là, c'est la dégringolade. Et la dégringolade, elle est horrible. Et ça s'arrête jamais. Et c'est immonde. En gros, voilà. Et on le sait que ça va être... Je crois qu'il y a un de ces romans où ça finit bien pour le personnage principal. Ouais. Bon, alors, tous les autres autour, qu'est-ce qu'ils prennent ? Et du coup, donc, est-ce que ta première rencontre avec les Rougon-Macquart, ça a été à l'adolescence ? Est-ce que tu te souviens de cette première rencontre ? Je me souviens pas je me posais la question là avant de venir, par lequel j'avais commencé. Et je sais vraiment pas. Il me semble que c'est l'Assommoir. Un bon début. Bim ! Allez. Et je pense que c'est l'Assommoir qui m'avait amenée à Nana, que je mets tout en haut, moi, dans mon tiercé gagnant. Et c'était quoi ta question ? Ta première rencontre avec l'œuvre ? Oui, je crois que c'est ça. Et puis je pense que c'est par des personnages féminins. Ouais. J'aime beaucoup ces personnages masculins aussi. Mais il y a... mais je suis assez fan de ces personnages féminins, même s'ils les maltraitent. Et est-ce que tu considères qu'avoir lu Zola, ça a eu un impact sur ta vie professionnelle ? Par exemple, quand tu écris tes chroniques aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive de penser au Rougon-Macquart ? Mais plus que ça, je crois que ça, dans tous les endroits de ma vie,
tu vois, ce truc de la génétique. Il a la conviction qu'on est évidemment le produit de son milieu socio-économique, mais qu'en sus, on est l'enfant de ses parents et surtout l'enfant de leur névrose et de leur psychose. Et moi, je crois que d'une certaine manière, ça m'a aidée, quand j'étais adolescente, à avoir moins peur de moi. Ça a introduit une idée de fatalité. Et ça m'a aidée à devenir un tout petit peu plus stoïcienne, à me dire, bah oui... c'est comme ça. Ça ne dépend pas de moi. En gros, la majorité des choses ne dépendent pas de moi. Donc, ce qui me reste, la petite partie qui me reste, je vais me concentrer là-dessus. Et pour le reste, je ne suis que, en gros, que le produit des psychoses et des névroses de mes parents et de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Donc, ça va être compliqué, mais ça dépend pas. C'est pas ma faute. Enfin, voilà, c'est pas que ma faute. Oui, on n'a pas autant de responsabilités que ça sur notre vie, en fait. Exactement. Oui, et ça aide à lâcher un tout petit peu, à être moins percluse d'anxiété ou de culpabilité ou voilà. Ouais. Je comprends bien. Et en tant qu'autrice, donc j'en parlais dans l'introduction, mais il y a un rapport au territoire qui est important dans Maintenant comme avant et que l'on retrouve aussi chez Zola. Est-ce que tu veux nous en dire quelque chose ? Il essaye d'être le plus large possible, lui, à chaque fois. C'est-à-dire que quand il te présente un nouveau personnage, oui, l'endroit géographique où il est a de l'importance. Il invente une ville qui s'appelle... dont le nom est Plassans, mais en fait c'est Aix-en-Provence. C'est la vie où lui, il a vécu quand il était jeune, avant de partir à Paris dans des circonstances... vraiment merdique financièrement, économiquement, socialement aussi. Et c'est une ville pour laquelle il nourrit Aix-en-Provence une haine jamais éteinte et qu'on retrouve dans la description qu'il fait de Plassans. Et ça aussi, moi, ça me fait super rire. Il a un côté vraiment très gamin dans ses colères et ses ressentiments, Zola. Et donc, il ne s'est pas guéri de sa haine d'Aix-en-Provence. Mais moi, je trouve ça super parce que ça nourrit très fort un certain nombre des Rougon-Macquart. Pareil, quand il raconte Paris, selon que c'est le ventre de Paris, donc les Halles, ou les quartiers chics dans la Curée, ou le quartier de la Bourse dans l'Argent. Ouais. Tout simplement, l'argent bien sûr, ou l'Assommoir justement, ça doit être du côté de Belleville justement. Ouais. Oui, il a une manière de voir Paris et il la voit un peu comme moi je la vois, c'est-à-dire qu'on est arrivés, Zola et moi, à peu près au même âge à Paris, et en fait tu restes éternellement un provincial. Tu peux y vivre 30, 40 ans, ça change pas. En tout cas, chez Zola, ça change pas, et je suis bien obligée de reconnaître que pour moi non plus. J'avais une question sur Paris après, donc on y reviendra à ça. Mais oui, après, j'avais une question un peu sur la définition des Rougon-Macquart. Est-ce que tu penses qu'on pourrait qualifier cela d'une saga ? Alors moi, je disais que saga, c'était histoire d'une famille racontée sur plusieurs générations et présentant un aspect légendaire. Moi, je trouve que ça colle. Même l'aspect légendaire il y a peu de surnaturel chez Zola, à part quand ces personnages sont des alcooliques et donc ils ont des hallucinations. Et Dieu sait que ça arrive. Non, oui, il y a pas. Mais légendaire, ça l'est devenu. Ouais. Tu dis à n'importe quel gamin français, les Rougon-Macquart, tous ils tournent de l'œil en disant ah non, c'est horrible. Ouais. J'ai détesté cette lecture. Alors moi, je l'ai adorée, mais je continue à l'adorer. Mais donc oui, à cet égard, c'est une saga, ouais. Et parmi les 20 romans, donc je pense que c'est Nana ton préféré, mais est-ce que tu veux nous en dire, détailler un petit peu pourquoi Nana, j'ai mis longtemps à piger pourquoi ça restait mon préféré, pourquoi c'était celui qui revenait sans arrêt. Je crois que c'est parce qu'en fait, Nana, au-delà d'être l'histoire d'une putain, ce qui déjà, je trouve ça assez cool, c'est l'histoire d'une femme qui devient célèbre. Ça, on le dit rarement. Mais c'est une actrice, Nana, c'est une comédienne. C'est une putain, certes, mais on peut être putain et comédienne, on peut être putain et ministre, c'est pas le sujet. Et elle est comédienne. C'est une mauvaise comédienne, paraît-il. Enfin, je suis pas sûre de ça. Les autres disent que c'est pas une bonne comédienne. Moi, je pense que c'est une très bonne comédienne dans le sens où elle fascine les spectateurs. Qu'après qu'elle joue comme un pied, on s'en fout, en fait. Elle
elle fabrique la fascination. Donc à partir de là, c'est une bonne, enfin en tout cas à mon sens, c'est une bonne comédienne. Et c'est quelqu'un qui, au début du roman, c'est une petite comédienne, pas. Et on la chope au début du roman. C'est le moment où la célébrité lui arrive dessus. Et donc, elle va avoir tout ce qui va avec la célébrité, c'est-à-dire et de l'argent et du pouvoir. Est-ce que ça va la rendre meilleure ? Non. Mais ça traite de ça, et ça traite de ça sur une femme. Et je trouve ça passionnant. Donc, je crois que c'est ça. Puis moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Nana. Enfin, vraiment, c'est un personnage féminin qui me touche profondément et qui m'a donné... je crois que je suis devenue plus indulgente avec tout un type de femmes pour lesquelles sinon j'aurais eu du mépris. Ok. Ah oui, donc c'est... De classe, hein. Parce que moi je viens d'une bourgeoisie intellectuelle où ça va vite de traiter n'importe quelle fille pas trop lettrée et un peu gironde Je comprends. de pas grand chose. Et ben ouais, mais il y a une Nana et la tendresse que j'ai eue pour elle intuitivement au départ et après de manière plus élaborée et qui s'est jamais démentie. Donc oui, je crois qu'elle m'a appris une indulgence souhaitable. Merci. Et donc là, c'est vraiment la force du livre et du personnage au-delà même des Rougon-Macquart. C'est vraiment... voilà, c'est... Mais non, mais c'est toute la construction du roman, de comment c'est... je me souviens très très bien du premier chapitre. On est d'abord dans les coulisses dans tous les couloirs qui amènent au théâtre. On sait que une certaine Nana va apparaître. On passe par les coulisses et puis tout à coup, bim, elle apparaît sur scène. C'est une espèce de vaudeville chanté et elle joue le rôle de Vénus. Et putain, le moment où... Donc toi, en tant que lecteur, tu te dis, mais c'est qui cette Nana ? Pourquoi est-ce qu'elle fait autant d'effets ? Pourquoi est-ce que tout le monde parle d'elle ? Et bam, il y a la description par Zola de ce qu'elle fait sur scène. Mais moi, j'y crois, mais j'avais l'impression d'être là, dans le théâtre, et de la voir apparaître à moitié à poil, avec toute sa blondeur, sa jeunesse, son côté populeux, mais en même temps, elle met tout le monde d'accord, plus personne n'a rien à dire, tout le monde la regarde comme ça. Ouais. Non, je trouve ça incroyablement bien foutu. Enfin, vraiment, ça fait une scène de cinéma. T'as qu'une envie, c'est de la voir en plan séquence. Enfin, de voir un quart d'heure de plan séquence sur ça. C'est vraiment. Oui, et puis en plus, quand tu repenses à l'Assommoir, donc juste avant, moi, du coup, avant de préparer l'épisode, j'ai vu le film de René Clément que j'avais jamais vu. J'ai jamais vu. Franchement, qui est super, qui s'appelle Gervaise. Okay. Et il y a le plan à la fin qui est terrible avec Nana petite et Gervaise qui s'est fait détruire de partout. Et tu te dis après, quand tu lis Nana, du coup, en fait, elle s'en sort, elle fait quelque chose, elle essaye par tous les moyens d'exister, quoi. Oui. Est-ce que tu considères que les récits de vie que fait Zola dans les Rougon-Macquart ont vieilli ou est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ? Les récits en eux-mêmes, malheureusement, non. Non. Il y a des choses qui ont vieilli, la langue. Il y a plein de... Enfin, ça a vieilli. Non, ça n'a pas vieilli. C'est juste qu'on parle plus exactement le même français mais tu le chopes assez rapidement quand même. C'est pas comme... C'est vachement plus dur de lire un roman du XVIIe ou du XVIIIe. Enfin, là, vraiment, il y a des écarts de langue, de syntaxe qui sont... pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est un peu raide. Là, c'est une affaire de vocabulaire, en gros. C'est des mots qu'on emploie qui sont pas usuels dans notre langue à nous. Mais sinon, ça va. Et pour le reste, est-ce que ça a vieilli ? Malheureusement, pas trop. Je trouve pas, non. Non, je trouve pas dans les récits qu'il fait de la misère. Alors, il y a plein de gens qui ont dit que c'était misérabiliste. Je sais pas, moi, du côté de mon père... du côté de mon père, c'est des ouvriers. On est de Saint-Étienne. Et du côté de ma mère, c'est des paysans. Franchement, des récits familiaux, j'ai pas l'impression que... Ça a beaucoup changé, quoi. Non. Non. Et toujours dans cette idée de est-ce que ça a changé ou pas, à propos de la politisation des personnages dans les Rougon-Macquart, qu'est-ce que pour toi, cela dit de la conviction politique des hommes ? Des hommes en général ? Ouais, enfin des hommes dans les Rougon-Macquart, mais bon. Zola, il a pas une vision de l'humanité qui est très
qui est très optimiste. Et puis, non seulement elle n'est pas très optimiste, mais en plus, parfois, c'est vraiment... il y va avec des gros sabots. Il a un système, il faut que ça rentre dans le système. Donc, en gros, il fait rentrer des ronds dans des carrés quand ça l'arrange. Mais quel créateur ne fait pas ça? Et mais il y a des choses quand même qui... il a des personnages qui sont ambivalents. Enfin, il y a des très très méchants. Enfin, très très méchants, les très exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. Alors que ce soit, je sais pas, Eugène Saccard dans l'argent, Pierre Rougon, l'homme politique. Il y a quand même des descriptions du monde politique ou du monde boursier, du monde financier. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et c'est des gens qui tournent autour de leur propre soleil. Mais il y a aussi il y a Étienne Lantier qui croit à certaines choses. Est-ce qu'ils sont politiques? C'est pas ça qui intéresse le plus Zola, je crois. Oui, mais j'écoutais pour préparer l'entretien un épisode une émission de France Culture avec une sociologue qui s'appelle Frédéric Giraud qui parlait des Rougon-Macquart et qui disait que quand même dans la plupart des romans des Rougon-Macquart, c'était davantage une lutte des places qu'une lutte des classes. Et je trouvais ça assez intéressant sur le côté quand même individualiste de beaucoup de personnages. Alors pas tous, effectivement, dans Germinal, il y a quand même les idées du collectif qui naissent, etc. Mais Aristide Saccard, par exemple, lui, c'est quand même un peu une ordure quand même, on peut le dire. Ah oui, il est affreux. Voilà, il est affreux. Enfin, il y a quand même pas plus que son frère, hein, pas plus. Pas plus que Jed, non, c'est vrai. Non. Mais voilà, il y a quand même cette idée de réussir pour soi-même, davantage que pour qu'une lutte des classes, en fait, d'un mouvement collectif, quoi, davantage. Non, il y a pas d'idée. Il y a très peu d'idées de collectif. Mais on est. Est-ce que ça raconte pas exactement ce que c'est que tout le 19e siècle? C'est-à-dire que certes, il y a eu la Révolution française qui déjà mettait de côté toutes les femmes. Donc, bon, au niveau collectif, déjà, il y avait eu des choix qui avaient été faits. Et ensuite, surtout, très, très vite, en termes historique, elle est muselée. Enfin, les idées de la Révolution, c'est la vérité. En gros, à partir du moment, je sais pas, du consulat, c'est merci, bonsoir, on passe à autre chose. Après 1804, le Code civil, avec Napoléon, les choses sont très clairement installées. On avait dit qu'on faisait plus l'esclavage. Si, on refait. Enfin, il y a des... Et après, tout le 19e, c'est une espèce de lutte sans arrêt avec des gens collectivement qui essayent de faire des choses, des révolutions, qui en meurent, qui se sacrifient, mais n'empêche qu'à chaque fois, il y a un nouveau trou du cul qui arrive au pouvoir, qui est un peu moins trou du cul que le mec d'avant. Enfin, ça reste que c'est pas la République. Et même quand la République arrive en 1873, c'est pas ouf, hein. Ça reste censitaire, ça reste qu'il n'y a pas les femmes, ça reste qu'il n'y a pas les étrangers, ça reste que... et à quel prix ? Et à quel prix on a écrabouillé dans un bain de sang la commune Non, certes, il y avait des luttes, mais lui, il raconte aussi qu'il fallait quand même bien vivre. On n'a qu'une vie. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les romans des Macquart ou Lantier sont plus célèbres aujourd'hui que ceux des Rougon. En gros, que la lignée plus populaire l'aurait emporté un peu sur la lignée plus bourgeoise, dans ce qu'on lit et dans ce qu'on apprend, notamment à l'école. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu partages mon sentiment? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, j'avais jamais... C'est une réflexion très juste que tu as, mais que je m'étais jamais faite. Et je l'explique parce que... je crois que l'éducation nationale se sert de Zola pour... c'est des restes, ça, de la Troisième République. C'est les leçons de civisme et de morale. On va étudier les pauvres. Je pense que c'est un peu con. C'est un peu con parce que c'est que la moitié de l'œuvre de Zola et que moi, je trouve que justement, les romans où... ils partent tous de cette Adélaïde Fouque, qui est une femme du peuple. Il y a une partie de sa lignée qui va, comme on dit, s'élever. Bon, s'élever dans des bas-fonds moraux, mais monstrueux. Mais bon, peu importe. Socio-économiquement, politiquement, il s'élève. Et moi, je trouve ça encore plus intéressant. Enfin, pas plus intéressant, mais largement aussi intéressant. Mais je pense que c'est délibéré.
Ouais, bah je m'en doutais également. Et Zola fait une distinction, on en parlait tout à l'heure, j'en parlais dans l'intro, entre deux types de personnalités, les gras et les maigres. Donc justement, c'est ça, c'est qu'il ne fait pas une distinction entre riches et pauvres, exception faite de quelques-uns qui échappent à cette catégorisation. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'était pertinent et est-ce que ça l'est toujours ? Alors, bon, non, c'est un peu couillon. C'est un peu couillon. Mais moi, je te dis, dès le départ, j'aime Zola aussi pour ça, pour les trucs qu'il fait. Je te dis, c'est les moments où il essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés. Je répète, qui ne fait pas ça ? Lui, ça se voit parce que comme c'est pas le prince du bon goût, bah, ça se voit plus. Mais c'est pas plus con. C'est juste une théorisation. Moi, je pense qu'en général, dès que tu commences à trop théoriser, tu passes à côté de plein de choses. Et puis surtout, tu t'enferres. Tu veux absolument que ça marche, ton équation, donc tu fais semblant de ne pas voir des trucs. Mais c'est un peu rigolo, reconnais. Ce qu'il fait sur les gros et les maigres, c'est un peu... et c'est au-delà de la grossophobie, en fait. C'est pas ça, son sujet. C'est... Non, c'est des personnages qui dévorent, mais qui dévorent... Ou qui sont brûlés de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils sont maigres. Ils ont un feu intérieur qui est ni positif ni négatif, mais qui fait que... Et ça lui fait écrire des pages... assez démente quand même. Ouais, puis avec des descriptions un peu dégueulasses et tout. Justement, chez Nana, il traite beaucoup de ça, de sa rondeur, de son corps, où ça jaillit de partout, où elle a les cheveux un peu frisés. C'est pareil, ça, tu vois, ça fait des ronds. Ouais. Enfin, en fait, il n'y a pas de personnage qui échappe à ça, mais c'est son obsession à lui. Mais moi, j'aime bien les gens obsessionnels. Enfin, j'ai une grosse passion même pour les gens obsessionnels. Et et donc on a commencé à en parler un petit peu du rapport à Paris. Moi, c'est une question qui a une importance parce que pareil, je viens pas de Paris, donc et je me pose beaucoup de questions sur ma vie à Paris, etc. Et d'ailleurs, donc voilà, Zola et Balzac ont deux visions très différentes de Paris qui sont très intéressantes. Zola, il écrit dans La Curée, être pauvre à Paris, c'est être pauvre deux fois, tandis que Balzac écrit dans Illusion perdue, si on doit rater sa vie, mieux vaut la rater à Paris. Qu'est-ce que t'en penses et quel rapport toi t'entretiens avec la ville ? Eh ben moi, vraiment comme Zola. Moi, je pense que je suis d'accord avec sa phrase. Être pauvre à Paris, c'est pire. C'est être deux fois pauvre. Et moi, je suis comme lui. J'ai les mêmes... je garde 30 ans après les mêmes fascinations pour cette ville. Il faut vraiment être aveugle pour pas voir... Il n'y a qu'à aller voir un soleil se coucher ou un soleil se lever en étant au bord de la Seine. Voilà. Qui peut dire qu'il ne se passe pas un truc ? Puis comme souvent les villes traversées par un fleuve, enfin ça. Et puis voilà, puis cette ville, elle a des traces de siècles, donc oui. Et moi j'aime bien surtout, je crois je suis d'accord avec lui. Il dit que en gros. Les Halles, c'est Paris, un autre endroit c'est Paris. Enfin, qu'il n'y a pas d'unité. Ouais. Et c'est encore vrai. Mais comme s'il y avait plein de petites villes dans un énorme ensemble, quoi. Ouais. Ok, merci. Et alors après, oui, un thème qui, je pense, te tient à cœur, c'est la place des femmes chez Zola. Donc on en a un peu parlé avec Nana, mais donc elles sont quand même souvent victimes d'une certaine masculinité toxique des personnages, des hommes. Le 19e, pardon, mais le 19e siècle, voilà. Donc est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose sur la représentation des femmes dans les Rougon-Macquart ? Oui, je suis emmerdée parce que c'est tout sauf un féministe. C'est pas... Oui, mais pas plus que les gens qui disent Balzac, il est plus féministe. Ah non. Oui, alors il y a des pages où il l'est, mais c'est démenti 10 pages plus tard. Et c'est la même chose pour à peu près tous ces hommes écrivains du 19e. Moi, il y a des pages, je te dis, il y a des personnages féminins chez Zola qui m'ont aidé à m'aimer et à aimer et à voir les autres femmes et à les aimer, qu'elles soient rondes comme Nana ou toutes maigrichonnes et fluettes comme Denise dans Le Bonheur des Dames, ou Marthe Moret dans putain, c'est quoi ? C'est
un de ces bouquins qui se passe à Plassans, où il y a le curé horrible qui prend toute la ville. C'est la curée ou c'est pas sûr? Non, c'est pas la curée, c'est non, c'est pas la fortune des Rougon, c'est... Je vais pas retrouver. J'aurais dû avoir mon... Bon, bref, voilà, le personnage de Marc Monret me bouleverse. Il n'est pas féministe. C'est la conquête de Plassans, peut-être. C'est la conquête de Plassans, c'est exactement ça. C'est Marthe qui est mariée avec son cousin. La riche idée. Mais enfin, bon, c'est pareil, hein, c'est un truc qui se faisait quand même assez couramment à l'époque. Moi, tous ces personnages féminins, je les aime beaucoup. Et même la salope finie, la femme de Pierre Rougon. Ouais, celle qui tient Plassans à la fin dans sa main entière, la mère donc de Gênes et d'Aristide. Elle s'appelle... C'est pas Sidonie? Non, c'est pas Sidonie. Bon, bref, elle est horrible. C'est la femme politique dans toute sa splendeur. Mais moi, j'ai l'impression de voir des femmes politiques de là, maintenant. Des femmes de l'ombre, hein. Pas des... Je parle pas du personnel politique, je parle des femmes qui sont derrière et qui font vraiment la politique. Enfin, rien n'a changé. La description qu'il fait des milieux de pouvoir, que ce soit économique, politique ou religieux ou sectaire, rien. Et aussi, je me disais, par rapport au côté masculinité toxique des personnages, bon voilà, c'est le 19e et tout, mais tu avais fait une chronique dans la dernière qui s'appelait Les frères qui se haïssent. Et là encore, dans Les Rougon-Macquart, quand même, il faut quand même se rappeler que tout part quand même d'une haine, entre eux. Donc c'est... comment il s'appelle? C'est entre Antoine Macquart et Pierre Rougon, qui sont demi-frères et qui se haïssent pour des questions de... bien sûr qu'il se haït. Il y a le fils officiel, Pierre Rougon, et ensuite Adélaïde a jugé utile d'avoir un enfant avec un type sans être marié, un bâtard. À l'époque... Avec les questions de fortune et d'héritage dans tout ça, catastrophe. Et alors la mort de Macquart, il brûle dans son propre alcool. Je ne sais pas si tu te souviens, il fume une clope. Mon Dieu, mais il est dingo, ce Zola. Il est dingo. Et ça, c'est dans quoi, la mort de Macquart, du coup? C'est un des derniers. Ouais. C'est un des... Mais c'est dans le Docteur Pascal. C'est dans le dernier. Ok. Ouais. J'ai pas lu. Qui est vraiment... Il est problématique, hein, le Docteur Pascal. Ah ouais. Mais alors... Je révèle pas pourquoi, mais c'est vraiment au-delà de problème. Et en plus, il est pas bon. C'est pas un bon roman. Il voulait en finir. Il voulait faire ce que Balzac n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire boucler. Parce que c'est un obsessionnel. Donc, il a bouclé son truc, mais c'est pas un très bon... En revanche, là où il est très intéressant, le Docteur Pascal, pour les cinglés comme moi des Rougon-Macquart, c'est qu'il finit son arbre généalogique. Ok. Ah ouais. On sait ce qui arrive à tout le monde. Et donc Zola disait de son œuvre que dans un autre espace et dans une autre époque, les Rougon-Macquart n'existeraient pas. Mais est-ce que tu qualifierais quand même des Rougon-Macquart que c'est une œuvre universelle? Moi, je crois pas aux œuvres universelles. Ok. Voilà, je pense que c'est une affaire qu'on regarde et on aime les choses avec notre éducation... qui nous a dit qu'est-ce qui était bien d'aimer, de ne pas aimer ceci, cela. Donc, je crois qu'il a raison. Si les Rougon-Macquart, ça marche c'est dans un moment précis et dans un endroit et un moment précis. Est-ce que ça veut dire pour autant que quand tu lis, tu ne trouves pas des choses ultra cohérentes et pertinentes avec ce que toi, tu es en train de vivre à ton époque et ton endroit? Oui, mais est-ce que quelqu'un qui vit au fin fond de la Papouasie... ça lui ferait du bien de lire les Rougon-Macquart? Je suis pas sûre. Ou ça serait une fiction vraiment... oui, ou alors voilà, c'est ça, il lirait de la SF, et voilà. Alors après, si cette personne aime la SF... Super. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui vit dans notre monde, je pense que oui. Okay. Mais tu vois, c'est pas universel. Ouais, non, bien sûr. Et est-ce que tu considères, par contre, que c'est une œuvre rebelle, pour son époque au moins? Ah oui. Oui. Mais ne serait-ce que par rapport au bon goût. Ce qui s'autorise de cracra, moi, ça me... Tu sais, on attend tellement des femmes
qu'il faut qu'on soit gracieuse, qu'il faut qu'on soit rangé, peigné. Et lui, c'est vraiment tellement, il en a tellement rien à cirer, il y va tellement à coups de pelle aiguisés. À cet égard, oui, pour moi, c'est un rebelle, ouais. Et est-ce que c'est une œuvre pour toi qui invite plus à l'action ou à la contemplation ? Je sais pas, une action intérieure, oui. Je vois pas comment tu peux lire, entrer dans les Rougon-Macquart et pas te poser la question de toi. Donc oui, ça peut pas te laisser inerte intérieurement. Ça va faire bouger des trucs dans ta psyché, dans ta manière. Tu vas forcément te poser des questions sur ton ascendant, sur quel est ton héritage nerveux. Oui, tu restes pas passif, quoi. C'est pas une lecture passive. Non. Moi, en tout cas, j'ai jamais vécu comme ça. Non, au contraire, ouais. Et est-ce que tu as un rapport à Rougon-Macquart qui est plutôt émotionnel ou plutôt intellectuel en premier lieu ? Non, c'est émotionnel. Complètement émotionnel, ouais. Après, oui, j'ai 52 ans. La première fois que j'ai lu, j'avais 15 ans. Oui, j'ai eu le temps d'élaborer pas des théories, parce que je suis pas une grande intellectuelle, mais à remettre ça dans un contexte, à voir comment les autres à la même époque écrivaient. Mais n'empêche que moi, j'ai l'impression que Zola, c'est de faire partie de sa famille. Enfin, oui, littéralement, c'est ma famille, ouais. Ouais, il y a un rapport intime en même temps sur 20 livres qui se déploie, quoi. Bien naturellement. Puis je te dis, et ça, c'est sans compter les relectures. Ouais, oui. Oui, bah d'ailleurs, du coup, est-ce que ton rapport au Rougon-Macquart a changé avec le temps ? Alors, je sais pas si tu as tout relu. Non. Non, il y en a que j'aime pas. Ok, le docteur Plassin. J'ai relu le docteur Pascal parce que à un moment je voulais faire un truc sur les docteurs. Oui, j'ai voulu faire une chronique sur les docteurs et je me suis dit je vais relire le docteur Pascal, et en fait j'ai pas utilisé parce que j'ai trouvé le roman vraiment trop nul. Enfin nul, pas ouf. Et non, il y en a que j'ai jamais aimé, genre Un rêve, pas lu, qui sort de nulle part. Enfin. Voilà, et il m'a saoulée. Et il y en a que j'ai peur de relire parce que ils m'ont fait trop mal. Okay. C'est pas La fureur de vivre, c'est l'héroïne s'appelle Pauline. Ça se passe en Normandie et c'est vraiment un récit d'une femme qui va tout sacrifier dans sa vie pour. C'est une orpheline qui a adopté par des membres de sa famille, et qui va vraiment tout sacrifier méthodiquement, bousiller sa vie, un quelconque avenir pour être aimé. Et ça s'appelle, je crois, La joie de vivre. Ah oui, c'est ça, La joie de vivre. Oui, je vois. Voilà. Bah, celui-là, je pense que là, j'ai pas... J'ai plus ce qu'il faut dans le moteur pour le relire sans être vraiment trop affectée. Mais allez-y, vous, hein. La joie de vivre. Comme ça, en plus, c'est... Ouais, évidemment. Il trouve son lecteur, finalement. Ouais, en même temps, quand tu connais un peu Zola, tu vas marquer La joie de vivre, tu fais... Bizarre. Alors, comment tu vas me niquer, là ? Oui, non, c'est sûr. Là, il y a des descriptions, justement, de la mer. Et pas de la mer... Pas la mer, nanana, Baudelaire, les marins, Jack London. Ouais. Non. Les pêcheurs qui vivent misérablement au bord de l'eau et qui, dès qu'il y a une tempête, vont perdre un père, un frère, un fils, et souvent la mer va pas recracher le corps. Ah non, il y a pas d'exaltation chez Zola. On n'est pas exalté. Moi, je viens de 2 villes de pêcheurs, donc je le lirai quand même, ça m'intéresse. Ah, mais il est fou. Franchement, la joie de vivre, il est fou. Et donc, oui, donc ton rapport à l'œuvre, il a changé, j'imagine, entre quand tu avais 15 ans et oui. Donc, oui. Ouais. Mais c'est charmant aussi de... Enfin, en tout cas, c'est un des charmes, je trouve, de la relecture, c'est que si t'as oublié qui t'étais quand t'avais 15 ans, et on a forcément tous un peu oublié. Oui. On vit pas aussi un peu. Et c'est pas plus mal. Quand tu relis des livres que tu as comme ça beaucoup aimé à cet âge-là, tu retrouves la petite personne que tu étais. Tout à coup, ça jaillit. Un paragraphe où tu te souviens, mais vraiment, mais avec une précision
que tu imaginais plus possible. Tu retrouves tout ce que tu ressentais à l'époque. Et c'est rigolo de voir que tu as pu changer d'opinion, de conviction, que ça sera un autre paragraphe qui va te mettre dans tous tes états à un autre âge. Si on n'a pas les moyens de se payer une psychanalyse, je le conseille. Ouais. Et bon, on a bientôt fini, mais est-ce que tu aurais une dernière anecdote que tu nous aurais pas livrée sur ton rapport au Rougon-Macquart, par exemple? Et je crois que ce qui m'a... Imaginons, je crois que c'est ça, c'est pas la peine que je sois affirmative. Je crois que j'ai commencé par l'Assommoir. Et quand tu ouvres n'importe quel ouvrage des Rougon-Macquart, dans chaque livre, il y a l'arbre généalogique. Qui est dessiné par la main même de Zola, et qui n'était pas un grand dessinateur, donc c'est un côté assez enfantin. Et je pense que moi, ça a été ma clé pour avoir envie de... J'ai trouvé ça super mystérieux et fascinant et alléchant, cet arbre généalogique. Tu vois, il n'y a pas ça, par exemple, dans La Comédie humaine de Balzac. Il n'y a pas un grand schéma dessiné de la main de Balzac qui t'explique... Ouais. Là, je me suis dit, ce type, il nous dit à 2 siècles d'écart, c'est une main tendue un peu fraternelle et enfantine. Ouais. Je me suis dit, il me parle à moi. Je me suis sentie super concernée. Oui, surtout que c'est vrai qu'à l'adolescence et tout, on a un peu cette obsession. Enfin, je me souviens, on essaye de faire nos arbres généalogiques. On nous le demande à l'école. Ouais. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Oui, mais bon. Et alors là, je me dis, c'est un adulte et il a fait ça avec des gens pour de faux. Ouais. Ouais, Donc c'est un adulte qui joue. Au lieu que ce soit, tu sais, la figure du grand intellectuel, j'accuse, les petites lunettes et tout. Non. C'est un adulte qui joue. C'est quand même très kiffant. Ouais. Ben merci beaucoup, Juliette, d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Mais merci à toi, Manon. Répondu à toutes mes questions. Écoute, moi, ça me fait très, très plaisir parce que vraiment... j'espère que tu l'as senti. Vraiment, c'est un truc Les Rougon-Macquart. Un petit truc comme ça. Un petit truc. Ça a beaucoup, beaucoup compté pour moi et je suis très contente que ça compte encore. Donc, merci d'avoir pu en discuter avec toi. Bon, merci. J'espère qu'on vous a donné envie de lire ou relire Zola, d'ailleurs. Et puis, je vous invite toutes et tous à écouter les chroniques de Juliette Arnaud qui sont précédées d'un superbe jingle. Le meilleur jingle de la Terre. Meilleur. Tous les dimanches à partir de 18h sur Radio Nova dans la dernière et en podcast sur toutes les plateformes. Et pour finir, je voulais aussi dire que tu avais un autre podcast qui s'appelait La Fabrique, qui est consacré à la création. Et je pense d'ailleurs que si Zola était venu dans La Fabrique, il aurait eu beaucoup de choses à dire. Après, je ne sais pas s'il aurait été hyper fun. Ça aurait peut-être pas fait... Ça dépend, mais ça dépend à quel âge. Parce que il est mort, pas si âgé, mais quand même assez âgé. Je pense qu'il a eu plusieurs vies. Je pense qu'il a eu des moments... Moi, j'ai l'impression qu'il a eu des moments heureux dans sa vie. En tout cas, c'est ce que je trouve il y a des endroits dans des Rougon-Macquart où je me dis, tiens, ça, c'est quelqu'un qui sait quel goût a le bonheur. Ouais, genre la faute de l'abbé Mouret, un peu. Oui, non, mais tu vois la description de ce jardin, le Paradou. Ouais. Tu peux pas écrire ça si tu sais pas ce que c'est que d'être amoureux d'un jardin. Donc, puis c'est quelqu'un, je pense, qui aimait faire l'amour aussi. Sûrement. Ben merci Juliette, c'était Populse et je vous dis bientôt pour un nouvel épisode.